montrer la différence entre les différentes techniques ainsi que les indications. Et pour ma part, je vais parler pourquoi le smile. Pourquoi le smile? Alors, le plan, c'est le plan de ma présentation. On va faire un constat. C'est quoi d'abord le Rolex Smile pour les gens qui ne connaissent pas vraiment la technique? Un constat de ce qui existe actuellement, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Le déroulement d'intervention, qui pour moi est chirurgie indépendant. Et enfin, comment optimiser son smile, quelles sont les limites, les suites post-opératoires et résultats. Une petite analyse avant d'arriver à la conclusion. Donc le smile est une technologie qui reste encore exclusive à Zeiss. On entend qu'il y a d'autres constructeurs qui sont lancés sur le smile, mais on n'a encore rien vu, mais c'est probablement le cas dans les mois à venir. RELEX veut dire réfractive lenticule extraction et SMILE veut dire small minimum invasive lenticule. Donc vous l'avez compris, c'est un traitement réfractif qui consiste à enlever un lenticule et non pas à gratter le stroma cornéen. Et c'est comme ça que la forme de la cornée est modifiée par un lenticule qu'on extrait. Les indications du Rolex Smile vont de moins 0,50 à moins 12. Donc là, comme vous le voyez sur le schéma, entre le LASIK et la PKR, le Smile reste une chirurgie qui utilise un seul laser et qui permet d'enlever un lenticule pour modifier la forme cornéenne. Donc le constat, la PKR, elle permet, ce qui est constaté, c'est qu'il y a une récupération visuelle après un délai de quelques jours. Il y a une douleur, un syndrome sec, comme l'a dit hier Dr Béatrice Kochner, effectivement, qui est réversible après quelques mois, voire une année. Un haze, sur ou sous correction, et ça reste moins efficace pour les hypermétropes et un risque d'ectasie pour les fortes amétropies. Le LASIK, là c'est incontestable, il conduit à un syndrome sec, vu qu'il y a une irréversibilité de la récupération de l'arme par atteinte des nerfs ciliaires, et un risque d'invasion épithéliale, surtout pour les retouches, un syndrome d'interface, des problèmes liés au volet, déplacement, plis. C'est vrai que c'est devenu moindre avec le femto, mais c'est encore le cas. C'est une éventualité qui existe. Un risque de décentrement de traitement. Et enfin, risque d'ectasie, surtout pour les fortes amétropies et les cornées irrégulières. Le SMILE, lui, le constat, c'est qu'il est aussi efficace sur le plan résultat réfractif que le LASIK et la PKR. Il est plus confortable, il n'y a absolument pas de douleur, avec une récupération rapide. Rapide, même si la myopie est importante. Un seul laser, pas deux. Il n'y a pas de haze, il n'y a pas de problème de capot et pas de syndrome d'interface. Et une biomécanique qui est en théorie conservée. On attend bien sûr la preuve par la technologie qui va venir aussi et moins de sécheresse oculaire. Et là aussi, on attend l'année prochaine pour voir les nouveaux appareils qui mesurent la sécheresse oculaire. Donc vous l'avez compris, les autres techniques, aussi bien la PKR et le LASIK, agissent sur la partie antérieure de la cornée, qui est la partie la plus rigide. Donc on affaiblit un peu la cornée pour avoir un effet réfractif, alors que le SMILE, lui, va chercher son indication en profondeur, et on peut avoir des lenticules plus profonds, et par conséquent, on est loin des nerfs ciliaires, et on préserve les nerfs ciliaires, et on n'a pas de problème de sécheresse. Évidemment, ça a une limite, donc je passe les vidéos par manque de temps. Alors, l'intervention, chirurgien indépendant, effectivement, c'est une dia que j'ai présentée il y a un an. Passer du LASIK au SMILE, on devait passer par le flex, puis du flex au SMILE. Il y avait des difficultés à disséquer le lenticule, c'était un problème de réglage machine. Se tromper de plan de clivage antérieur et postérieur était dramatique. Ne pas retrouver le plan de clivage. Et enfin, déchirure de la berge ou bien lenticule incomplet. Je peux vous dire que tous ces problèmes, on les a balayés d'un coup de main. Avec le temps, on n'a pratiquement plus ces problèmes. Donc, c'est une intervention qui est quand même chirurgien indépendant. Donc je passe cette vidéo, vous avez déjà vu des SMILE, mais on a toujours un problème de temps. Et je peux vous dire juste un mot sur comment optimiser son SMILE. On a commencé à diminuer nos énergies de traitement et on a remarqué que les gens récupèrent beaucoup plus vite. Donc un minimum d'énergie permet une récupération visuelle plus rapide. Deuxième point, il est primordial de bien identifier le plan antérieur et le plan postérieur. Et là, chaque chirurgien a sa méthode. Mais effectivement, il y a moyen d'identifier et le plan antérieur et le plan postérieur. Et une fois que c'est fait, pratiquement rien ne peut arriver parce qu'on est sûr du plan et tout se passe normalement. Si décision de retouche, il y a des cas où on peut avoir des problèmes de retouche.
Non pas parce que la machine n'a pas été efficace, tout simplement parce qu'on a une indication qui a été limitée par la machine, ou bien un problème de planification de traitement. Eh bien, il vaut mieux revisualiser la chirurgie pour essayer de comprendre ce qui se passe et de décider de la technique PKR, SMILE ou LASIK après un SMILE. Les limites du SMILE, à mon avis, ça nécessite un centrage parfait. Et là, par contre, il faut être intransigeant, il faut un centrage parfait. Et ça nécessite une technique de dissection manuelle efficace, la moins traumatisante possible, la plus homogène. Toujours garder le lenticule en dernier pour l'enlever en totalité. Moins efficace pour l'effort astigmatisme. Et là, on a un problème parce qu'on a l'absence d'eye tracker et de cyclotorsion. Donc, on peut toujours modifier la rotation de l'œil, mais ça reste quand même aléatoire. Lenticule trop mince pour les petites myopies. Ça, c'est vrai pour les débuts de chirurgie. Mais maintenant, pratiquement, on peut arriver jusqu'à une dioptrie sans problème. Pas de traitement topo-guidé. Là encore, un problème de machine, contrairement au LASIK à la PKR. Pas de cyclotorsion, pas de traitement d'hypermétropie, du moins pas encore, officiellement, et le coût élevé de la procédure qui reste élevé par rapport à ce que c'est. Les résultats cliniques, rapidement, il y a une étude multicentrique sur 3 centres, au Danemark, en Égypte et en Inde, et tous les patients avaient des 10 dixièmes en pré-op, et vous savez bien que là, excellente prédictivité, efficacité sans mesure, une stabilité à 3 mois. Dans ma pratique quotidienne, il arrive que quelques patients ne voient pas tout de suite, mais au bout d'une semaine ou quelques jours, ils arrivent à leurs 10 dixièmes. Mais en tout cas, à 3 mois, ils sont tous à 10 dixièmes. Une précision aussi précise que les autres techniques. Personnellement, j'ai un taux de retouche de 3 à 4%, et je me rends compte que je fais plus de SMILE et moins de PKR et moins de LASIK, et surtout moins de LASIK. Donc ce tableau est assez intéressant. Donc quand on analyse une minute, les 4 facteurs qui sont importants pour prendre une décision. La précision, en matière de précision réfractive, moi je trouve que la PKR et le LASIK et le SMILE sont équivalents. La PKR qui a 30 ans d'existence et est toujours efficace sur le plan précision réfractive. Certes, elle est plus agressive, mais elle est efficace sur le plan optique. On la préférera à un LASIK qui pourrait affaiblir la cornée sur certains patients. Le confort du patient, vous l'avez compris, en PKR, il n'est pas existant. En LASIK, évidemment, c'est ce point fort, une récupération rapide, mais au prix d'une faiblesse cornéenne. Et en SMILE, on a un confort qui est encore plus supérieur que le LASIK, puisqu'il n'y a absolument pas de sécheresse oculaire, à tel point qu'on se demande si on doit vraiment donner des larmes artificielles aux patients. Évidemment, on le donne pour juguler le traitement qu'on donne corticoïde, mais effectivement, les patients sont très contents et sont très confortablement, se sentent très bien après un SMILE. La sécheresse oculaire, je passe, elle est inexistante, elle est importante en cas de LASIK. Elle est plus ou moins en cas de SMILE, de PKR, parce que les gens récupèrent après un certain temps. Et en SMILE, il n'y a absolument pas de sécheresse. Et enfin, la biomécanique, ça reste une donnée théorique. On attend la preuve scientifique, comme quoi la cornée est faiblement atteinte après un SMILE. Mais en tout cas, la logique veut que la partie antérieure, la plus rigide de la cornée, qui reste intacte, a toutes les chances de garder cette cornée saine, et surtout sur le plan biomécanique stable, alors que la PKR affaiblit cette partie antérieure, et encore plus le LASIK, puisqu'il y a la notion de tissu lésé qui englobe le flap de 100 microns, plus la quantité de tissu gratté à 100 ou à 120 microns, ce qui fait qu'il ne reste pas beaucoup de murs postérieurs, et ça affaiblit la cornée. Donc déjà, sur le plan logique, on sait que la biomécanique est altérée en LASIK, elle est un peu altérée en PKR, et le SMILE, ça reste à prouver. En tout cas, il faut faire un tout, l'analyse doit être globale, et il faut analyser cornée par cornée en fonction d'épaisseur et en fonction de l'endroit où on travaille. Donc, le confort inégalé du post-op après SMILE par rapport aux autres techniques, dès les premières minutes après le traitement laser, la récupération rapide de la vision, la satisfaction de bénéficier de la dernière technologie laser de 3e génération, avec un maximum de précision et de sécurité, me fait proposer le SMILE de première intention. Effectivement, c'est le laser de 3e génération qui va sûrement donner des nouvelles données en matière d'indication en chirurgie réfractive, qui tient compte de la sécheresse, de l'épaisseur et d'autres facteurs qui jusque-là n'étaient pas prioritaires. Et la biomécanique et la sécheresse vont devenir en avant-garde pour poser les indications futures en matière de SMILE et en matière de chirurgie réfractive. Donc en conclusion, pour moi, le SMILE, c'est effectivement le laser de 3e génération. Il est indiqué en première attention, en respectant bien sûr les contre-indications. Le LASIK et la PKR restent dans mon arsenal thérapeutique pour certains cas spécifiques, avec des cornées irrégulières, avec des astigmatismes importants, des hypermétropes. Il ne faut pas traiter les patients à risque et surtout attendre l'évolution de la technologie. Voilà, je vous remercie.